On voit ici la fin de la mitose d'une cellule œuf d'oursin observée au microscope optique grossie 400 fois. Cette cellule eucaryote de 100 micromètres se divise environ en 1 heure en 2 cellules filles génétiquement identiques pour former un embryon au stade de cellules qui se diviseront à leur tour et ainsi de suite. À l'issue de la mitose, la transmission de l'information génétique contenue dans le génome est donc quantitativement et qualitativement conforme, puisque les 2 cellules filles formées possèdent un équipement chromosomique identique entre elles et identique à celui de la cellule mère. Même nombre de chromosomes portant les mêmes molécules d'ADN avec les mêmes séquences de bases azotées, donc la même information génétique. Avant la mitose, la cellule doit donc, durant la phase S interphasique, avec un matériel génétique décondensé sous forme de chromatine, composé de chromosomes décondensés monochromatidiens, dupliquer les molécules d'ADN de son génome et produire pour chaque molécule d'ADN mère 2 molécules d'ADN fille génétiquement identiques à la séquence de base de l'ADN mère aux mutations près. Cette micrographie électronique à transmission de Kriegstein et Ognes montre au grossissement de 30 000 fois et en phase S interphasique un fragment d'ADN de chromatine décondensée de drosophile en cours de réplication à partir de nombreuses origines de réplication appelées ORI, à partir desquelles se forment des yeux de réplication correspondant chacun à une paire de fourches de réplication divergentes s'éloignant l'une de l'autre. Quand tous les yeux de réplication se rejoignent, le chromosome parental monochromatidien avant la réplication, donc composé d'une seule molécule d'ADN, devient un chromosome bichromatidien composé de 2 molécules d'ADN identiques en séquence de base et portant les mêmes allèles de chacun des gènes liés à ce chromosome. L'existence de plusieurs ORI permet d'augmenter la vitesse de réplication des métagénomes eucaryotes, comme celui de la drosophile, qui renferme plus de 118 millions de paires de bases. Les prokaryotes, comme les bactéries, possèdent un génome composé d'une seule molécule d'ADN circulaire à une seule ORI et dupliquent leur ADN en quelques minutes. Dès leur publication originale sur la structure de l'ADN, Watson et Crick ont proposé que cette double hélice puisse s'ouvrir, permettant ainsi la synthèse de nouveaux brins complémentaires des brins originaux. Restait à le démontrer expérimentalement. Pour expliquer la duplication d'un ADN bicaténaire, 3 modèles basés tous sur l'utilisation de la molécule d'ADN mère comme matrice pour sa réplication ont été proposés, mais selon des modalités différentes, modèle conservatif, dispersif et semi-conservatif. Dans le modèle conservatif, la molécule d'ADN mère, ici en rouge, non modifiée est conservée et une nouvelle molécule d'ADN fille en bleu, identique en séquence de base à la molécule d'ADN initiale, est synthétisée. Dans le modèle dispersif, la copie se réalise par fragments dispersés dans l'ensemble de l'ADN, ce qui permet de former 2 molécules d'ADN bicaténaires filles, identiques en séquence de base, mais sans conserver aucun brin parental intact. Dans le modèle semi-conservatif, les 2 brins de la molécule d'ADN bicaténaire mère, en rouge, s'ouvrent et chaque monobrin sert de matrice à la synthèse d'un brin complémentaire nouveau, ici en bleu, l'ensemble reformant une molécule d'ADN bicaténaire, dont un monobrin en rouge est parental et l'autre nouveau en bleu. Chaque nouvelle molécule fille ne conserve donc que la moitié de la molécule d'ADN mère. Matthew Meselson et Franklin Stahl, généticiens et biologistes moléculaires, réalisent en 1958, soit 5 ans après la découverte de la double hélice, une expérience historique qui démontra que la réplication de l'ADN n'était ni conservative ni dispersive, mais bien semi-conservative. Meselson et Stahl utilisent des suspensions d'Escherichia coli, bactérie commensale du microbiote intestinal des mammifères, visible ici au microscope électronique à balayage au grossissement de 15 000 fois. Ce bacille, en forme de bâtonnet d'environ 2 micromètres de long et de 0,5 micromètres de diamètre, se divise rapidement par fission binaire, avec un temps nécessaire au doublement de la population, appelé temps de génération, de 20 minutes à 37 degrés Celsius. L'ADN est une macromolécule organique carbonée, phosphatée et azotée, polynucléotidique, qui possède donc de nombreux atomes d'azote qui entrent dans la composition élémentaire des bases azotées de ces nucléotides. Adénine, thymine, cytosine et guanine.
Comme tous les ADN, ce court fragment d'ADN de 14 paires de bases azotées complémentaires est une double hélice composée de 2 monobrins formés par une succession de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester. Chaque nucléotide, comme on le voit ici avec la désoxyadénosine monophosphate notée DAMP, un des 4 nucléotides constitutifs de l'ADN, est composé d'un sucre à 5 atomes de carbone, le désoxyribose, sur lequel est lié sur le carbone 1 une des 4 bases azotées A, T, C ou G, et d'un groupe phosphate lié sur le carbone 5. Mendelssohn et Stahl cultivent une première suspension de bactéries Escherichia coli dans un milieu de culture contenant uniquement l'isotope lourd 15N, et dans ces conditions de culture, toutes les molécules azotées, et en particulier l'ADN, contiennent une forte proportion d'azote 15N lourd. Ils extraient ensuite leur ADN 15N et le transfèrent dans une solution de chlorure de césium qu'ils centrifugent durant 24 heures à 100 000 G, puis mesurent une densité optique dans les UV à 260 nanomètres de 1,724, qui correspond à de l'ADN lourd 15N. Ils cultivent ensuite une deuxième suspension d'Escherichia coli de la même souche, mais dans un milieu de culture contenant cette fois uniquement l'isotope léger 14N, extrait l'ADN léger 14N et mesure une densité optique dans les UV à 260 nanomètres, plus faible de 1,710. Avec cette méthode révolutionnaire, ils utilisent la force centrifuge pour séparer les molécules d'ADN selon leur densité et créent dans un tube un gradient de densité de chlorure de sodium allant de 1,70 à 1,75 qui englobe la densité de l'ADN qui est de 1,710 avec l'azote léger 14N qui se retrouve donc au sommet du tube jusqu'à 1,724 avec de l'azote lourd 15N qui se retrouve au fond du tube. La position de l'ADN dans le tube, qui révèle alors sa densité, est repérée par une mesure de la densité optique dans les UV à 260 nanomètres. Comme l'isotope lourd 15N possède un neutron supplémentaire et que l'ADN du génome d'Escherichia coli possède 4,6 millions de paires de bases, soit plus de 70 millions d'atomes d'azote, cette différence de masse élémentaire permet de séparer, par centrifugation dans un gradient de densité de CSCl, l'ADN lourd 15N, qui se situe au fond du tube, de l'ADN léger 14N, localisé au sommet du tube, et donc de densité optique différente. Des bactéries Escherichia coli sont cultivées dans un milieu contenant de l'azote lourd 15N, dans des conditions provoquant la synchronisation de leur division. Dans ces conditions de culture, toutes les molécules azotées, et en particulier l'ADN, contiennent une forte proportion d'azote 15N. Les bactéries sont ensuite lavées pour retirer l'azote lourd 15N, puis placées au début de l'expérience dans un milieu contenant de l'azote léger 14N, et sa densité est mesurée au cours du temps, donc des générations bactériennes. Des fractions de la culture sont ensuite prélevées après différents temps, correspondant à 1, 2, 3, 4 divisions, puis l'ADN est extrait, placé dans la solution de chlorure de césium et centrifugé 24 heures à 100 000 G. Au début de l'expérience, l'ADN est de forte densité, 1,724, car les bactéries ont incorporé à la génération 0 l'isotope lourd 15N dans les bases azotées de leurs molécules d'ADN, ce qui nous permet d'interpréter ce résultat en représentant les molécules d'ADN formées de 2 brins d'ADN lourd 15N en rouge. Mendelssohn et Stahl ont ensuite placé les bactéries dans un milieu contenant l'isotope léger 14N, qu'elles vont intégrer dans leurs bases azotées 14N, qui serviront comme base complémentaire lors de la réplication de leur ADN. En G1, au bout d'une génération de bactéries, donc après une réplication de l'ADN, apparaît un ADN de densité intermédiaire, 1,717, entre la densité de départ, 1,724, de l'ADN 15N, et celle de l'ADN léger, 1,710, et pas d'ADN lourd ni d'ADN léger. On peut donc interpréter en G1 l'apparition d'un ADN hybride en représentant les molécules d'ADN formées, composé d'un monobrin d'ADN parental lourd 15N en rouge, issu de G0, et d'un monobrin d'ADN nouveau complémentaire léger 14N en bleu, formé en G1. À la deuxième génération bactérienne, donc après 2 réplications en présence de 14N, l'ADN extrait comprend un mélange de 50% d'ADN hybride 15N-14N de densité 1,717 et de 50% d'ADN léger 14N-14N de densité 1,710.
On peut expliquer ce résultat en G2 par la synthèse d'un ADN léger 14N composé de deux monobrins complémentaires légers bleus issus de G1 et de G2 et d'un ADN hybride 15N14N formé d'un monobrin lourd rouge issu de G0 et de son monobrin complémentaire léger 14N en bleu issu de G2. Il constate ensuite que le pourcentage de l'ADN de densité intermédiaire diminue et que le pourcentage de l'ADN léger augmente et qu'à la quatrième génération, presque tout l'ADN, en réalité 88%, est léger et 12% seulement hybride. En résumé, Meselson et Stahl observent à la première génération, en présence de 14N, 100% d'ADN hybride de densité intermédiaire 1,717, correspondant à des molécules d'ADN possédant un brin lourd 15N ici en bleu et un brin léger 14N en rouge. Si la réplication avait été conservative, après la première génération, en présence de 14N, ils auraient dû observer 50% d'ADN lourd de densité 1,724, dont les deux brins possèdent 15N, depuis G0, et 50% d'ADN léger de densité 1,710, dont les deux brins possèdent 14N de G1. Si la réplication avait été dispersive après la première génération en présence de 14N, ils auraient dû observer, comme dans le modèle semi-conservatif, un seul type d'ADN, de densité 1,717, correspondant à de l'ADN hybride composé pour chaque monobrin de segment 15N et de segment 14N, et cela à toutes les générations. Alors qu'avec le modèle semi-conservatif, la teneur en ADN léger 14N augmente et celle de l'ADN lourd 15N diminue au cours des générations. Avec cette remarquable expérience historique, Meselson et Stahl démontrent que la réplication de l'ADN n'est ni conservative ni dispersive, mais semi-conservative. Cela signifie que lors de la réplication de la double hélice, chacune des deux nouvelles hélices est constituée d'un brin néoformé et d'un brin parental matrice. Ainsi, chaque monobrin d'ADN sert de modèle à la synthèse, selon la loi des bases, du monobrin néoformé complémentaire, et en conséquence, la molécule d'ADN initiale produit deux molécules d'ADN identiques aux mutations près à l'ADN de départ. On peut maintenant donner un sens à la micrographie électronique de réplication de l'ADN de drosophile en l'interprétant à l'échelle moléculaire de la double hélice d'ADN. Au niveau de chaque fourche de réplication, une ADN hélicase ouvre l'ADN bicaténaire et déroule ces deux monobrins polynucléotidiques, ce qui permet leur réplication semi-conservative grâce à l'ADN polymérase qui utilise la séquence de base azotée du monobrin parental comme matrice pour la synthèse, selon la loi des bases de Chargaff, du monobrin nouveau complémentaire. Deux molécules d'ADN d'un œil de réplication sont donc composées d'un monobrin d'ADN parental ici en rouge et d'un monobrin d'ADN nouveau complémentaire en bleu. Comme les deux monobrins parentaux sont complémentaires et servent chacun de matrice à la synthèse de leurs monobrins complémentaires respectifs, les deux molécules d'ADN d'un œil de réplication possèdent la même séquence de base et sont donc génétiquement identiques entre elles et à l'ADN parental aux mutations près. Il est possible, avec une analogie culinaire, utilisant deux types de pâtes, de se rendre compte de ce qui se passe à l'échelle nanométrique de la chromatine, c'est-à-dire autour du nanomètre, soit 10-9 mètres, et qui n'est visible qu'au microscope électronique, et ce qui se passe à l'échelle micrométrique du chromosome mitotique autour du micromètre, soit 10-6 mètres, et qui est par contre visible au microscope optique. En interphase, le matériel génétique de la chromatine est décondensé et les molécules d'ADN de chaque chromosome monochromatidien sont déroulées et entremêlées dans le noyau. Dans cet état décondensé, le partage égal des deux molécules d'ADN filles est impossible. Mais par contre, l'ADN est accessible durant les phases G1S et G2 aux enzymes de la transcription de l'ADN des gènes en ARN, notamment à l'ARN polymérase, et durant la phase S aux enzymes de la réplication, hélicase et ADN polymérase. On comprend l'importance de la condensation du matériel génétique en fin de phase G2 en chromosomes mitotiques qui apparaissent dès le début de la prophase double composée de deux chromatides sœurs et qui s'épaississent en se raccourcissant encore en métaphase. Dans cet état condensé, en anaphase, la séparation et la migration en sens opposé des deux chromatides sœurs, puis le partage égal de l'information génétique sont possibles. Les chromatides deviennent dès leur séparation des chromosomes monochromatidiens condensés. En télophase, la décondensation des chromosomes monochromatidiens libère l'ADN, autour duquel se formera un nouveau noyau interphasique
en fin de télophase. On peut mieux se rendre compte de la décondensation et de la décondensation du matériel génétique qui maintient l'intégrité et la continuité du matériel génétique, donc de l'ADN, durant le cycle cellulaire, en comparant un chromosome à une bobine de fil. Cette bobine, de 30 cm de long, matérialise un chromosome monochromatidien sur lequel peut s'enrouler un fil de 30 mètres qui matérialise l'ADN, et cela avec un taux de compaction et de décompaction de 100. En réalité, sur un chromosome métaphasique, l'ADN est super enroulé, avec un taux final de compaction de 10 000 fois par rapport à une molécule d'ADN linéaire. Par exemple, le chromosome 1 humain d'environ 10 micromètres porte une molécule d'ADN d'environ 10 fois 10 000 micromètres, soit 10 puissance 5 micromètres. On peut maintenant interpréter une micrographie optique de frottis sanguin, observée au microscope optique x 600, réalisée pour un karyotype humain, et démontrer la continuité de l'ADN de la chromatine au chromosome et inversement. Pour réaliser ce karyotype, on a cultivé une leucoconcentration de globules blancs humains durant plusieurs jours en présence de facteurs mitogènes pour stimuler leur mitose, bloquer la séparation des deux chromatides de chaque chromosome avec la colchicine, un inhibiteur du fuseau mitotique pour obtenir un maximum de cellules en métaphase, et enfin réaliser un choc osmotique pour libérer le contenu cytoplasmique des cellules. On voit sur le frottis que le matériel génétique apparaît sous deux états différents au cours du cycle cellulaire. Décondensé, dans le noyau en chromatine interphasique nucléaire diffuse, dont les chromosomes sont monochromatidiens en phase G1, puis se dupliquent selon le mode semi-conservatif en phase S et deviennent bichromatidiens en phase G2. Puis, condensé durant la mitose sous la forme de chromosomes bichromatidiens en prophase, puis en métaphase, où il est possible de voir, même au microscope optique, que chaque chromosome métaphasique est composé de deux chromatides sœurs, sur laquelle s'enroule la même molécule d'ADN avec les mêmes allèles des différents gènes que porte le chromosome. Dès la séparation des deux chromatides sœurs en anaphase, les chromatides deviennent des chromosomes monochromatidiens. Enfin, en télophase, les chromosomes se décondensent dans le nouveau noyau et deviennent les chromosomes décondensés de la chromatine interphasique G1. En interphase, l'état décondensé permet l'accès de l'ADN aux enzymes de la transcription de l'ADN des gènes en ARN, notamment à l'ARN polymérase et en phase S, aux enzymes de la réplication de l'ADN, dont les hélicases et l'ADN polymérase, mais pas le partage égal de l'ADN dans deux cellules filles, car toutes les molécules d'ADN sont entremêlées. Après l'interphase, au début de la prophase de mitose, la cellule condense son ADN qui va s'enrouler autour de protéines histones et non-histones pour former les chromosomes mitotiques visibles au microscope optique ici au grossissement de 400 fois à l'extrémité d'une racine d'oignon. Les chromosomes apparaissent en prophase puis en métaphase, formés de deux chromatides sœurs reliés au niveau du centromère pour former un chromosome bichromatidien court et épais de 0,5 à 10 micromètres chez l'homme. Dans cet état condensé, le partage égal du matériel génétique et de son information est possible en anaphase 1 grâce à la séparation et à la migration en sens opposé des deux chromatides sœurs de chaque chromosome, tirées par les fibres protéiques du fuseau de division qui se raccourcissent vers les deux pôles. Finalement, le cycle cellulaire durant lequel une cellule mère se divise en deux cellules filles génétiquement identiques théoriquement comprend chez les eucaryotes deux phases. L'interphase, durant laquelle le matériel génétique, donc l'ADN, est décondensé en chromatine, ce qui permet aux enzymes d'accéder à l'ADN et donc la synthèse des ARN et de l'ADN selon le mode de réplication semi-conservative, et la mitose, durant laquelle le matériel génétique, donc l'ADN, est condensé en chromosomes visibles au microscope optique et qui apparaissent en prophase et en métaphase, composés de deux chromatides sœurs identiques, ce qui permet le partage égal du matériel génétique et donc de son information dans deux cellules filles génétiquement identiques. Cependant, compte tenu de la très grande taille des génomes eucaryotes, de plusieurs milliards de paires de bases, et de la dynamique cellulaire, c'est-à-dire des mouvements moléculaires et chromosomiques, des innovations génétiques apparaissent lors du cycle cellulaire et participent à l'évolution des génomes, des génotypes et des karyotypes. En interphase, malgré un système enzymatique correctif de l'ADN, des mutations géniques apparaissent lors de la réplication de l'ADN et créent de nouveaux allèles des gènes, ce qui peut être à l'origine de nouveaux génotypes si elles affectent les cellules germinales ou les premières étapes de la segmentation de la cellule œuf. Dans cet exemple, on compare la séquence de base de deux allèles morbides du gène CFTR
responsable de la mucoviscidose, à celle de l'allèle sauvage témoin de référence. On voit ici une mutation génique par délétion du triplet CTT, responsable de la mucoviscidose. Puis, en mitose et surtout en méiose, les mouvements chromosomiques sont à l'origine d'innovations chromosomiques de nombre, comme par exemple la trisomie 21, et de structures, comme par exemple la translocation T912, avec délétion chromosomique. Ces innovations chromosomiques font apparaître de nouveaux chromosomes, donc de nouveaux karyotypes, qui participent à l'évolution des génomes. Un organisme issu de la reproduction sexuée est donc, comme l'a démontré John Gurdon avec ses travaux en 1962 sur le xénope, un clone de sa propre cellule œuf, mais avec des innovations chromosomiques et géniques aléatoires dans son génome. Un grand merci à l'équipe des SVT du lycée de l'Elorme de Landerneau pour la relecture.